D'abord, il faut savoir que le bassin du Congo, c'est d'abord une forêt de plus de 220 millions d'hectares. Et c'est une forêt qui s'étend sur près de 11 pays d'Afrique centrale, 220 millions d'hectares de forêt. Bassin du Congo parce que c'est le bassin du fleuve Congo qui est le deuxième plus grand fleuve au monde après l'Amazone. Donc nous avons au monde l'Amazonie et le bassin du Congo qui sont considérés comme les deux poumons du monde. Ce sont ces deux forêts qui sont d'immenses réservoirs de carbone. Et le bassin du Congo, c'est pas seulement la forêt, c'est aussi l'eau. Quand on parle du Congo, deuxième plus grand fleuve au monde après l'Amazone, donc le bassin du Congo, c'est un immense réservoir d'eau. Mais en plus de cela, nous avons pensé qu'il fallait aussi traiter la question de l'eau, valoriser l'eau. Et valoriser l'eau, c'est obtenir qu'à partir de l'eau, il y ait l'hydroélectricité. On parle aujourd'hui de l'électrification de l'Afrique. Mais l'eau dans le bassin du Congo, je cite au hasard quelques barrages. C'est l'emblématique barrage d'Inga. C'est des barrages hydroélectriques, des sites dans tous les 11 pays qui composent le bassin du Congo. Des centrales qui peuvent être très grandes, comme Inga, qui peuvent aussi être grandes comme d'autres dans notre pays. Le Congo déjà, pour ne parler que de ce que je connais le mieux, on a un barrage de près de 1000 mégawatts à Pointe-Noire et un autre barrage de plus de 600 mégawatts à la frontière du Congo avec le Cameroun. Et des sites de ce genre se trouvent au Cameroun, se trouvent à RDC, se trouvent au Gabon, se trouvent en Guinée équatoriale et au Burundi, etc. Donc il y a des capacités de production de l'énergie propre et dans le bassin du Congo, l'électricité. Il y a l'eau toujours, mais l'eau c'est aussi l'irrigation pour l'agriculture. Et l'Afrique accuse un déficit énorme dans la culture irriguée. L'agriculture, on l'a fait dans le bassin du Congo, on attend seulement l'eau de pluie, alors que l'eau abonde déjà dans le bassin du Congo. Donc l'irrigation pour l'agriculture. Bon, il y a la navigation, le transport des personnes, des biens en vue de l'intégration économique. Donc le traitement des lits des fleuves et des rivières, le dragage des lits des fleuves et des rivières pour le transport fluvial. Il y a l'eau pour la vie des hommes, de l'eau potable. Donc, il faut traiter cette eau, la distribuer, et il y aura
de l'eau potable pour tous, parce qu'il n'est pas concevable que les gens vivent au pied des fleuves, des rivières, et n'aient pas la possibilité de consommer de l'eau potable, alors que l'eau coule à leurs pieds. Il y a donc de l'eau potable. Il y a la pisciculture, il y a l'aquaculture, et il y a même l'élevage, etc. Et il y a l'écotourisme. Vous voyez, des réserves de faune dans ces forêts et peuvent donner lieu à d'immenses projets d'écotourisme, etc. Donc, c'est à partir de l'eau que nous pensons que, en plus l'économie forestière, puisque jusqu'ici c'était seulement la forêt, nous voulons valoriser l'eau et nous pensons que la communauté internationale peut prendre en compte ce potentiel énorme du bassin du Congo pour que des financements qui pourraient être apportés aux États membres, qui pourraient être gérés à travers ce fonds bleu, que ces efforts de financement contribuent au développement durable parce que le bassin du Congo présente ce potentiel énorme. Nous avons en marge de la COP 22, dont nous saluons l'organisation et les résultats. Et nous avons pensé que cette COP 22 se tient en Afrique. Nous sommes ici à Marrakech, en Afrique, et il était important que les dirigeants africains se retrouvent parce que lorsqu'on parle des changements climatiques, on ne parle pas assez de ce que l'Afrique, ce n'est pas elle qui émet le plus les gaz à effet de serre. Ce sont d'autres. Ce sont d'autres qui émettent les gaz à effet de serre, mais c'est l'Afrique qui subit directement les conséquences. On estime que sur une cinquantaine de pays qui souffrent énormément de sécheresse et d'autres maux dus au changement climatique, sur une cinquantaine de pays au monde, 36 de ces pays sont africains. Donc l'Afrique, qui ne contribue pas du tout au désastre que nous connaissons, subit les conséquences. Il était important que les dirigeants africains se réunissent et en cela nous saluons l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui a eu l'idée juste de tenir ce sommet des dirigeants africains en marge de la COP 22 et nous avons voulu réaffirmer cela et que les pays africains, ce sont pas eux qui émettent les gaz à effet de serre, mais ce sont eux qui subissent les conséquences et que, partant de ce fait, la communauté internationale devait corriger cette situation, aider les pays africains dans les financements en vue de l'adaptation de ces pays en vue de la lutte globale contre le changement climatique et que cela ne devrait pas être seulement des promesses, des déclarations et que nous sommes venus ici à Marrakech pour aller vers des actions concrètes. Elles ont été identifiées aujourd'hui au cours de notre sommet. Il y a eu une déclaration qui indique clairement les axes d'efforts et nous pensons qu'il était important qu'ici en Afrique, les dirigeants africains se réunissent et énoncent clairement les priorités.
Je crois qu'un peu partout en Afrique, il y a des faits concrets. Je ne suis pas au courant des autres situations dans tout le pays, mais j'ai pu ce matin discuter avec le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, qui me parlait déjà des actions des sociétés marocaines en Côte d'Ivoire. Je crois qu'ils sont peut-être en train d'aller vers une troisième cimenterie en Côte d'Ivoire, construite dans le cadre de cette coopération avec le Maroc. Il y a l'agriculture, il y a des efforts de santé. De nombreux malades d'Afrique viennent ici au Maroc. Et il y a donc cet effort dans le domaine de la santé, de l'éducation, de nombreux étudiants. Dans notre pays, il y a eu des efforts même dans le secteur bancaire. Des banques marocaines se sont installées au Congo. Nous avons déjà inauguré une première cimenterie au Congo dans le cadre de la coopération avec le Maroc. Il y en aura peut-être d'autres. Je dois, à mon avis, comprendre que ces derniers temps, il y a eu un effort très important, un mouvement très fort de coopération du Maroc avec le reste de l'Afrique, et cela est un bon signe. Je crois que c'est son droit que de revenir rejoindre les autres peuples d'Afrique au moment où se posent des défis importants de développement de l'Afrique. Je pense que le Maroc a manqué à l'organisation de l'unité africaine et à l'Union africaine. Et je pense qu'il est normal que le Maroc reprenne sa place. Cette question, je l'ai abordée avec Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait son âme, quand j'étais président en exercice de l'OUA en 1986 à Fès. J'ai eu une première discussion avec Sa Majesté Hassan II à Fès en 1986. Et je puis vous dire que cette question, parce qu'elle a failli couper l'Afrique en deux, quand j'étais président en exercice de l'OUA en 1986 et 87, c'est au cours de ce mandat-là que l'Afrique a décidé de faire que cette question soit gérée au niveau des Nations Unies. Je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser ce dossier aux Nations Unies. Pour nous, nous souhaitons vivement que le Maroc reprenne sa place au sein de l'Union africaine. Que les Nations Unies continuent de gérer ce dossier. Ah oui, mais nous défendons la cause marocaine comme pays ami, mais nous souhaitons que les Nations Unies trouvent une solution définitive à ce problème qui se pose quand même en Afrique. Mais en attendant, nous souhaitons vivement que le Maroc reprenne sa place au sein de l'Union africaine.